Cornu, on le voit, c'est quelqu'un qui a du mal à regarder les gens dans les yeux. Moi, je trouve qu'il a l'air d'un fourbe. Bon, c'est quelqu'un qui a d'abord trahi Fillon avec Le Maire, avec Darmanin et avec je ne sais plus qui encore, et avec Édouard Philippe. Ils étaient les quatre chapeautés par Thierry Solère en pleine campagne pour la présidentielle de 2017. Alors qu'ils étaient du parti de Fillon, ils ont planté un poignard dans le dos de Fillon pour aller... C'est la politique. Voilà. Oui, c'est de la politique, mais c'est dégueulasse. Dis-moi, c'est une certaine forme... C'est une nouvelle forme de politique. C'est une certaine forme de politique, si vous voulez. Nous sommes de retour sur le plateau de TE Finance pour cette édition du 16 septembre 2025. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Merci beaucoup pour votre fidélité. Désormais, il est l'heure d'ouvrir notre page politique avec notre invité exceptionnel, François Asselineau, qui nous fait l'honneur et le plaisir de nous rejoindre maintenant régulièrement chez nous. Monsieur Asselineau, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur Michelin, et bonjour à tous les auditeurs de TV Finance qui se développent bien, je vois ça. Eh ben, écoutez, vous n'y êtes pas pour rien, et donc on vous remercie beaucoup. Vous êtes président de l'UPR, l'Union populaire républicaine. Avec nous, François Asselineau, pour commenter l'actualité. L'actualité, elle est économique, elle est politique, elle est géopolitique. Elle est avant tout économique. La France a été dégradée. La note de la dette de la France a été dégradée. C'est Fitch qui a communiqué là-dessus. Inévitablement, ça renchérit le coût de la dette, ça renforce la tutelle des marchés sur la politique française. Est-ce pour vous le signe que notre souveraineté économique est totalement bafouée ? Oui, enfin, c'est pas tout à fait nouveau. C'est pas à moi qu'il faut dire que notre souveraineté dans tous les domaines, notamment en matière monétaire, par exemple, en matière économique, ça fait longtemps qu'on l'a perdu. Déjà avec la monnaie que je n'appelle pas monnaie unique, mais que j'appelle monnaie commune, qui est l'euro. Déjà, toute notre politique monétaire est partie ailleurs. Alors, là, on a eu quoi ? On a eu une décision de Fitch Ratings, bien, qui était quand même à plus ou moins attendue. Bon. Moi, j'ai regardé les marchés. Vous avez vu les marchés, ça n'a pas bougé. Le taux d'intérêt sur les obligations à 10 ans a même légèrement diminué. Ça veut dire que les marchés avaient anticipé cette dégradation de Fitch. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que maintenant, on attend la suite. On attend Moody's dans 1 mois et Standard & Poor's dans 2 mois, qui très probablement vont suivre le mouvement. Il faut, c'est important, c'est pas le cataclysme. J'ai vu des gens, enfin mon ami Marc Poitier que j'aime bien, mais qui disait ça va être l'apocalypse dans une semaine. Charles Gave qui disait il y a la semaine dernière, la France saute dans 4 jours. Non, c'est pas exactement comme ça que les choses se produisent. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a toute une série d'investisseurs internationaux qui ne vont plus vouloir acheter de la dette française parce que dans leur conseil d'administration, ils ont des obligations de solvabilité. Ils ne peuvent pas acheter en dessous si c'est pas coté AA. Ça, c'est le premier point. Et puis, il y a deuxièmement des investisseurs qui vont avoir peut-être tendance à vouloir se défaire des obligations françaises. D'abord parce qu'elles sont maintenant cotées A+. Deuxièmement parce que le taux d'intérêt montant sur ces obligations, il va probablement être tendanciellement montant. Le montant de l'obligation va diminuer. Et donc, en termes d'actifs, c'est pas bon. Donc, il va y avoir une tendance chez certains investisseurs à vouloir se délester, à revendre sur le marché. Pas forcément tous, parce que ça dépend. Vous savez, vous avez parmi des investisseurs, il y en a qui sont, je sais pas moi, des assurances-vie. Il faut savoir que beaucoup de Français, tous les Français qui ont des assurances-vie, ils ont dans leur portefeuille, ils achètent de la dette française. La dette française, elle est possédée par beaucoup de la moitié de non-nationaux, mais aussi des nationaux, etc. Bon, ce qui d'ailleurs au passage, ce simple rappel, permet de voir à quel point ceux qui disent on n'est qu'à faire défaut ne connaissent pas le sujet, parce que si la France faisait défaut, outre la catastrophe sur la réputation de la France, il y a quand même énormément de Français, par exemple, qui ont qui sans le savoir dans leur assurance vie, en détiennent. Donc il peut y avoir parmi les investisseurs des gens qui se disent bon moi je vais pas bouger, je conserve les titres français. Et il y en a d'autres qui vont avoir tendance à le vendre. Et donc on devrait normalement voir un afflux sur le marché secondaire de nouvelles créances sur la France. Et donc logiquement, là aussi c'est un facteur d'augmentation des taux d'intérêt. Alors qu'est-ce qui va se passer ? À mon avis, ce qui va se passer, c'est que, vous savez, c'est un peu le théorème pour la France, pour les grandes, comme pour les banques systémiques, too big to fail. C'est-à-dire que elles sont trop systémiques. Voilà. Est-ce que les autorités financières, est-ce que les euro-atlantistes, est-ce que l'oligarchie euro-atlantiste qui a mis la main par l'intermédiaire de la construction européenne sur les grands États-nations d'Europe peut se permettre
de voir la France aller dans le décor. Moi, j'aurais tendance à penser que que la BCE va faire. Vous savez, c'est un truc absolument extraordinaire. Normalement, dans le traité de Maastricht, il est interdit de racheter de la dette des États au moment où c'était édité. C'est absolument interdit. Elle le fait. Sauf que Draghi, du temps où il était président de la BCE, avait inventé un truc à l'italienne, c'est-à-dire il avait inventé ce qu'on appelait les facilités Draghi, qui permettaient d'acheter des créances d'État, ce qui normalement est totalement interdit par le traité de Maastricht, mais de le racheter sur le marché secondaire, c'est-à-dire de l'occasion, et non pas le marché primaire lorsqu'un État émet. Alors c'était pousser le bouchon quand même très loin, parce que c'est contraire à la lettre et à l'esprit du traité de Maastricht, mais enfin, nécessité fait loi. Donc, cet outil dont vous parlez, c'est le Transmission Protection Instrument. C'est plus exactement. Ce truc a marché, puis ça a été interdit, parce que les gens disent, c'est scandaleux, il faut arrêter, parce que les Allemands sont furieux de cette affaire. Donc ça a été interdit, sauf que le besoin était toujours là, donc ils ont créé un nouveau truc qui s'appelle l'instrument de protection de la transmission, ce qui est... C'est dingue comme mot, et qui veut dire ça, voilà, qui veut dire ça, mais ça, c'est peu compréhensible par le grand public. C'est Bruxelles qui va acheter la dette française. Non, c'est Francfort, c'est la BCE qui va, en tant que de besoin, si elle voit qu'il y a un afflux de vente de créances françaises, elle va en racheter pour éviter qu'il y ait le spread qui augmente. Exactement. Ce qu'on appelle le spread, c'est l'écart de taux entre le rendement à 10 ans allemand et le rendement à 10 ans français. Voilà, on parle aussi du spread italien, voilà, pour éviter que ce spread, disons, il faut qu'il y ait... Donc actuellement, on est à 3,50. Là, lorsqu'il y a eu le double A qui a été perdu avec Fitch qui est le petit pousset parmi les trois grandes. Standard & Poor's. Voilà. Donc, le plus important, ça sera S&P. Mais bon, lorsque le double A a été perdu, on est passé de 3,50 à 3,49. Donc c'était un peu le contraire de ce qu'avaient anticipé les gens. Comme je le disais tout à l'heure, en fait, les marchés ont anticipé. Exactement. Vous savez, sur les marchés, on a une expression anglo-saxonne, c'est market movers, c'est-à-dire ceux qui font bouger les marchés. Exactement. Or maintenant, les agences de notation sont plutôt, elles bénissent a posteriori des évolutions qui ont déjà été intégrées parce qu'il y a quand même beaucoup d'investisseurs qui ont leur propre cellule d'analyse. Et il y a des méchantes langues qui disent que d'ores et déjà, la France, elle est considérée comme triple B par rapport et que le A+, tout ça ne fait que corroborer. Enfin, tout ça pour résumer pour votre question. Oui, la France, elle est, mais ça n'est pas à cause de ça. Disons, ça s'inscrit dans un phénomène. À partir du moment où nous avons la totale liberté de circulation des mouvements de capitaux, c'est l'article, donc je ne sais plus combien, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Si vous voulez, vous pouvez dire et faire tout ce que vous voulez. Vous avez perdu votre souveraineté. Il faut desserrer les taux des agences de notation. Qu'est-ce que vous feriez, François Asselineau? Moi, je l'ai toujours dit. Ce qu'il faudrait faire, c'est faire ce qui marche, en fait. C'est-à-dire? Ce qui marche, c'est revenir sur la libre... Il faut plus de démocratie, d'une certaine façon. Non. Il faut plus d'intelligence et plus de connaissance de ce qui se passe. Parce que moi, ce qui m'avait frappé du temps où j'étais à Bercy, c'est qu'une fois, il y avait une réunion des inspecteurs généraux des finances avec le directeur du Trésor en exercice, dont je tairai le nom. Et je lui avais posé 2-3 questions sur l'euro. J'avais compris qu'il ne savait pas comment fonctionnait l'euro, en fait. Donc, si vous voulez, on est dirigé par des ânes battés. Enfin, d'ailleurs, c'est presque un critère maintenant. Enfin, vous avez vu quand même Bayrou, le passage de Bayrou. Ça fait quand même pendant 43 ans que M. Bayrou a voulu faire croire qu'il était fait pour être président de la République. Il a été Premier ministre. Ça a été un désastre absolu. Enfin, c'est un crétin. Même son successeur a l'air d'être il a l'air d'avoir un tout petit peu plus de sens politique. Mais enfin, en attendant... Parce qu'il revient justement sur ces 2 jours fériés qu'aurait pu moi, je suis pas du tout un fanatique de Sébastien Lecornu. Ouais. Lecornu, on le voit, c'est quelqu'un qui a du mal à regarder les gens dans les yeux. Moi, je trouve qu'il a l'air d'un fourbe. Bon, c'est quelqu'un qui a d'abord trahi Fillon avec Le Maire, avec Darmanin et avec je ne sais plus qui encore, et avec Édouard Philippe. Ils étaient les 4 chapeautés par Thierry Solère en pleine campagne pour la présidentielle de 2017, alors qu'ils étaient du parti de Fillon. Ils ont planté un poignard dans le dos de Fillon pour aller... C'est la politique. Voilà. Oui, c'est de la politique, mais c'est dégueulasse. Dis-moi, c'est une certaine forme... C'est la nouvelle forme de politique. C'est une certaine forme de politique, si vous voulez. Deuxièmement, monsieur Lecornu, puisqu'on en parle, bon, il a publié un faux CV. C'est-à-dire? Il a dit qu'il avait un master, ce qui est faux. Tout le monde le sait.
Alors, certains disent, oui, oh, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Si, si, si. Aux États-Unis, au Canada, dans les pays scandinaves, ça vaudrait, non seulement ils seraient éjectés tout de suite du gouvernement, mais il serait même ferait peut-être même l'objet de poursuites pénales. Mais Macron avait fait pareil. Macron avait dit qu'il avait fait Normal Sup, c'est pas vrai. Macron avait dit qu'il avait travaillé, il avait fait une thèse auprès de Paul Ricoeur. Rappelez-vous, Paul Ricoeur avait dit non, j'ai jamais vu ce monsieur. Enfin, c'est incroyable. Et c'est pas le premier. Enfin, il y a au moins une demi-douzaine, une dizaine de ministres et d'anciens ministres du gouvernement Macron qui ont publié des faux CV. C'est inouï. Enfin, c'est-à-dire, c'est quelque chose. Et alors, les gens disent, oui, oh, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Si, si, il y a de quoi fouetter un chat. Parce que ça veut dire, ça témoigne d'un Monsieur Lecornu, il a une licence en droit, et il a éprouvé le besoin de dire qu'il avait une maîtrise. Bon. Et non seulement il l'a dit, mais il l'a publié. Vous le trouvez dans les magazines Challenge, vous le trouvez, il est intervenant à la fac, à l'université Paris-Sorbonne. Sur le site de Paris-Sorbonne, c'est marqué qu'il a un master, etc. Il a été, le lièvre a été soulevé là il y a quelques jours. Ils ont dit que non, c'était une erreur de frappe. Enfin, là aussi, le mensonge sur mensonge sur mensonge. Donc voilà, donc on a affaire à quelqu'un qui ment, quelqu'un qui est un traître, quelqu'un qui a rejoint Macron, mais dont on voit bien que Macron n'est pour lui qu'une étape, voilà, parce que pour Sébastien Lecornu. Ah oui, mais pour Emmanuel Macron, Lecornu, c'est quoi? C'est un fusible finalement, pas à faire des choses. Non, il cherche quoi, Emmanuel Macron? À gagner du temps. Je pense que Macron. D'abord, c'est un psychopathe, Macron. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, tout le monde maintenant le reconnaît. C'est quelqu'un, par exemple, qui est incapable de dire qu'il s'est trompé. Il faut toujours qu'il reporte sur autrui la charge de l'erreur. C'est quelqu'un, les Français se sont fait escroquer. L'erreur, c'est quoi? C'est la dissolution. Mais tout. Parce que le problème que l'on a en ce moment, si vous voulez, c'est cette augmentation phénoménale de la dette. Macron, en 8 ans, a endetté la France autant que 2 fois plus que Mitterrand en 14 ans. Vous vous rendez compte? Donc Macron, il a pris cette décision démentielle du confinement généralisé. Il y a des pays en dehors de l'Union européenne comme la Biélorussie et à l'intérieur de l'Union européenne comme la Suède qui n'ont absolument fait aucun confinement. Donc nous, c'est à se demander, alors soit il est dingue, soit c'était une volonté délibérée d'entraîner la France dans la faillite. Enfin, est-ce que vous vous rendez compte que je vois qu'actuellement il y a un projet réindustrialisation 2030, on consacre 50 milliards, les gens disent c'est énorme, 50 milliards. Mais pour le confinement, Macron, il a engagé des dépenses la dette a augmenté de 700 milliards. Ne serait-ce que le prêt 700 milliards, mais vous vous rendez compte? Quand on imagine, il y aurait... Et pourquoi pour 0,7% de croissance de PIB? Mais rien en plus, parce que cet argent normalement, c'est un crime contre la nation. D'ailleurs, il y a un vrai problème en France. Au-delà de ça, il n'est pas normal dans une démocratie que une personne en particulier, puisse prendre des décisions qui sont aussi tragique pour la France, aussi tragique pour la nation, aussi tragique pour les enfants, les petits-enfants, avec cette dette 150 milliards maintenant de plus que Macron nous a commis sur le dos. Enfin, c'est absolument dément, sans qu'il y ait le moindre contrôle, le moindre obstacle. Ça n'est pas normal. Il y a vraiment une faille fondamentale dans les institutions françaises qui consiste déjà sur la sélection du président, puisque... C'est-à-dire vous savez, moi j'aime bien la culture chinoise et dans les 36 stratagèmes, il y a, qui datent de l'époque Ming, il y a cette phrase extraordinaire qui dit que l'armée la mieux aguerrie a encore un point faible, le général qui est à sa tête. La France, elle a un vrai problème d'institution en ce sens que la Ve République a été conçue par De Gaulle à sa mesure, à son image. C'est comme l'homme créé par Dieu à son image. Donc, De Gaulle, certains peuvent lui reprocher des choses, mais personne ne met en doute, que De Gaulle était quelqu'un d'extrêmement patriote, deuxièmement, d'extrêmement désintéressé, et troisièmement, de très réfléchi, qui s'entourait d'avis. Bon. De Gaulle payait ses timbres personnels quand il était à l'Élysée. Et le problème, c'est que les institutions donnent un pouvoir très important au chef de l'État en France. Je le dirais donnait, puisque ça a été vidé de substance par les transferts de souveraineté, mais quand même, il en reste quelque chose. Et il y a toujours ce phénomène un peu monarchique autour du président.
Donc dans ces conditions, il faudrait soit renforcer les contre-pouvoirs en France, or Macron les a au contraire complètement flingués. Il n'y a plus de contre-pouvoirs au Conseil constitutionnel, au Conseil d'État, l'Arcom c'est devenu une blague, etc., etc. Donc quant à la presse, elle est alignée comme jamais. Et deuxièmement, il n'y a pas de vérification sur la sélection du président de la République. Voilà. C'est-à-dire qu'il suffit, on l'a vu en 2016. Qu'est-ce qui s'est passé en 2016 ? C'est un coup d'État contre les Français. C'est-à-dire que des oligarques ont mis un pognon de dingue, comme dirait l'intéressé, pour faire croire aux Français que Macron, c'était le Mozart de la finance, le type, on n'avait jamais vu ça, un génie absolu. Bon, moi je le connaissais un petit peu. On est beaucoup à l'avoir. Pas moi, je peux vous dire. Moi, j'étais d'ailleurs candidat contre lui. Bon, pas moi. Bon, mais il y a effectivement pas mal de Français qui se sont laissés enfumer. Totalement. Parce que vous aviez une espèce de tir groupé de l'ensemble des médias, des journalistes et des instituts de sondage, qui sont possédés en fait par une oligarchie, des oligarques, voilà. Et ça n'est pas normal. On a catapulté à l'Élysée quelqu'un qui avait 38 ans, qui était, rappelez-vous, il y a eu une vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui a circulé beaucoup à l'époque d'un psychiatre italien qui avait dit les Français, vous faites une erreur considérable parce que avec un petit peu d'intuition, vous voyez qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Moi, je le connaissais un petit peu de l'inspection des finances. Il n'avait pas une bonne réputation. Enfin, c'était vraiment un baratineur. Voilà, c'est un baratineur. C'est d'ailleurs, on ne sait même pas comment il est entré à l'inspection puisque le classement de sortie de l'ENA cette année-là a été cassé. Enfin, bref. Mais le problème, si vous voulez, c'est que ce que je crains beaucoup, c'est que les Français en 2027 retombent dans le même panneau, si vous voulez. Actuellement, on nous explique que Bardella, c'est fantastique. Enfin, c'est incroyable. Il n'y a aucun pays au monde qui peut penser qu'une puissance comme la puissance française, qui est membre permanent du Conseil de sécurité, qui est la 5e puissance nucléaire mondiale, 7e puissance économique du monde, va remettre ses destinées à quelqu'un comme Bardella, qui n'est pas marié, pas d'enfant, pas de diplôme, pas d'expérience professionnelle, qui n'a rien fait de sa vie que d'entrer dans un parti politique pour faire des selfies. Mais c'est inouï. C'est inouï. Ça n'existe pas. Allez voir comment ça se passe. C'est le nouveau visage de la politique, monsieur Asselineau. Dans la politique des pays occidentaux. Des pays occidentaux. Parce que... sommes navrés. Non, c'est pas que vous en êtes navrés. C'est que nous avons affaire. C'est d'ailleurs, ça se situe très particulièrement dans les pays de l'Union européenne. J'avais fait, il y a un an de ça, une vidéo qui s'appelait sur les blancs-becs. Regardez qui est-ce qu'on a dans un certain nombre de pays d'Europe où on a des gens qui sont totalement immatures. La présidente, regardez qui maintenant, celle qui est la ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, Kaja Kallas. Bon, elle a 40 ans, elle est devenue première ministre de l'Estonie, elle avait 35 ou 36 ans. Elle était la fille de son père, jusque-là vous me suivez. Son père s'appelait Siim Kallas, c'était un ancien apparatchik soviétique. Il avait été à la tête de la Banque centrale européenne, de la Banque centrale d'Estonie, excusez-moi. Et puis lorsque l'Union soviétique s'était effondrée, il avait retourné sa veste. Il avait disparu à 20 millions de dollars qui s'étaient évaporés. Et tous les regards se sont tournés vers le gouverneur de la Banque centrale d'Estonie. Il a dit c'est pas moi. Et puis il est devenu un européiste convaincu. C'est une famille, la famille Kallas. C'est comme Voltaire, l'affaire Kallas, pour ceux qui ont des humanités. Mais c'est avec un K. Donc cette famille Kallas, elle est vent debout contre les Russes, de façon générale. Madame von der Leyen a nommé cette femme à la tête de la diplomatie européenne. Madame von der Leyen, avec une viciosité extraordinaire, elle a d'ailleurs les mains totalement libres pour nommer les commissaires européens au portefeuille de leur choix. Elle a nommé notre gloire nationale, Stéphane Séjourné, qui est un âne batté aussi. Enfin, il a la mérite d'être gentil, paraît-il, à la différence de son successeur. Mais lui, il a eu un droit à un truc du style, je sais pas, le redressement productif, un peu comme Hollande, vous savez, quand il avait refilé ça à Montebourg, c'est une vacherie. Mais Madame von der Leyen, elle a donné la défense, elle a donné les affaires étrangères, etc., à des petits pays, les Pays-Bas, qui sont virulemment anti-russes. Ça n'est pas normal. Vous avez toute une série de pays au monde où il y a des filtres. Je ne dis pas que c'est forcément des régimes merveilleux, mais par exemple... Comme lesquels, vous pensez par exemple, là, en Russie, je sais qu'il y a des gens qui disent « Ouais, ça y est, Asselineau, il a des valises de Poutine. » Non, je n'ai pas des valises de Poutine, mais n'importe qui, sauf des gens qui sont vraiment de parti pris. Quand vous connaissez toute l'histoire russe, qui n'est pas un pays, qui n'a jamais été un pays démocratique, ça a toujours été un pays autocratique. Il faut tenir compte des traditions. Bon. Aujourd'hui, Vladimir Poutine, c'est quand même quelqu'un
qui a été sélectionné par les services de renseignement, par le KGB, etc., et qui a sauvé in extremis la Russie, qui était en voie d'être démantelée, avec Boris Yeltsin, qui était un poivreau, pardon, et qui avait laissé mainmise de l'oligarchie sur l'ensemble de l'appareil productif russe. Si vous regardez la Chine à la sortie du Mao, c'était la catastrophe. Le Parti communiste chinois a présélectionné des gens les plus malins, les plus intelligents, etc. C'est pas du tout démocratique. Hein. Ce n'est pas le modèle que je dis, mais je dis voilà comment ça se passe dans d'autres pays. Regardez, la Chine est en train de devenir la puissance numéro 1 mondiale. Mais d'un côté, Monsieur Asselineau, vous nous dites que von der Leyen nomme un petit peu qui elle veut, beaucoup de fils d'eux, d'une certaine façon. Donc ça veut dire que d'une certaine façon, c'est pas très démocratique. Non, bien sûr. Ouais. Mais bien sûr. C'est-à-dire que les gens qui me disent, oui, nous, les démocraties, mais moi, enfin, la France n'est plus une démocratie. La meilleure preuve, vous l'avez, c'est pour ce qui me concerne. C'est-à-dire j'ai vos droit. parrainages Non, enfin. Votre traitement médiatique. Mon traitement médiatique. Ouais. Allez sur Internet, le site UPR TV sur YouTube, on a bientôt 503 000 abonnés, on en a plus de 502 000 abonnés. Comparé aux chaînes des autres partis politiques, gigantesque. C'est gigantesque. Après nous, il doit y avoir le RN qui doit être à 130 000. Et après ça, vous avez Horizon, le parti politique de l'homme politique, paraît-il, préféré des Français, monsieur Édouard Philippe. Horizon, ils doivent avoir, je sais plus combien, un truc du style 6 000 ou 10 000 abonnés. Bon, il n'y a pas que ça. J'ai créé une chaîne perso, on est à 112 000 abonnés. Puis les vues, j'ai fait une quarantaine de vidéos qu'on dépassé le demi-million de vues. Et puis bon, tout le monde sait bien que sur Internet, on est quand même très, très présent. Et d'ailleurs, en ce moment, notre parti se porte bien parce que les Français se rendent compte que depuis 18 ans, j'ai tenu bon dans les conditions d'adversité les pires, y compris tout ce qu'on a pu me raconter, des affaires qu'on m'a mises sur le dos, la tentative de putsch, etc. On est toujours là. On est toujours là et on est bien là. Mais le truc inouï, c'est que j'ai 0 heure, 0 minute, 0 seconde sur absolument tous les grands médias. J'ai l'impression... Alors, grands médias, on en parlait un petit peu entre nous juste avant, TF1, France Inter, etc. On vous voit très peu sur ces médias. Jamais, mais c'est pas très peu, c'est jamais. J-A-M-A-I-S. Une nouvelle présence, quand même, j'ai l'impression. Quand on vous tape votre nom sur Internet, on vous voit maintenant... Mais parce que je suis... Alors d'abord parce que je suis reçu par des médias qui ont le vent en poupe, qui sont des médias du web, comme vous, hein, mais comme... bon, je vais pas les citer, mais il y a tous ces médias qui ont de plus en plus de vues, hein, voilà. Donc, mais ça, c'est qu'ils se sont bâtis contre les médias oligarchiques. Mais c'est pas... Les médias indépendants. On est indépendants voilà. Et on le restera. Et quand vous voyez... Enfin, je vais prendre un exemple. Je crois qu'il y a quand même beaucoup de Français qui ont par-dessus la tête la promotion de Louis Sarkozy. Louis Sarkozy, c'est quand même délirant. C'est encore un type qui a 25 ans. Le conseiller de son père a dit que c'était une bêtise phénoménale qui se présente. Mais enfin, est-ce que vous vous rendez compte qu'il est question de lui sur tous les médias, tous les jours? Il a des couvertures de Paris Match. Mais ce type, il est parti aux États-Unis de la nationalité américaine. Et puis, enfin, je veux dire, c'est inouï. On retombe sur le même système. C'est-à-dire que moi, ce que je crains, c'est que les Français... Alors, il y a des Français, en France, il y a des Français quand même qui réfléchissent, qui s'intéressent. Bon. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi beaucoup de Français qui s'intéressent pas beaucoup à la chose politique. D'ailleurs, tout est fait pour les désintéresser. Et qui vont avoir un réflexe de type pavlovien, si vous voulez. C'est-à-dire, par exemple, c'est comme le McDo. Tout le monde sait que le McDonald's, c'est dégueulasse. Mais tout le monde sait que ça fait grossir, ça donne des maladies cardiovasculaires, et ci et ça. C'est bourré de gras, il y a des conservateurs dans le pain, etc. C'est absolument dégueulasse. La viande, c'est un truc d'une espèce de purée. Enfin bon, tout le monde sait. Donc ça veut dire. Mais néanmoins, les gens, quand ils vont manger, parce qu'il y a les enfants, ah bah tiens, ils voient le M jaune, tac, et ils y vont. Donc c'est quoi, Bardella, c'est du McDo, en gros? Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Politique. Oui, c'est ça. Et face à ça, on aura, je ne sais pas, Attal, ou Édouard Philippe, à mon avis, il commence à faire un peu vieux schnock, parce que maintenant, il y a... De votre part, monsieur Asselineau. Non, mais je veux dire, je parle pas évidemment, je suis beaucoup plus âgé que lui, mais moi, j'ai une certaine fraîcheur, si vous voulez, tandis que lui, d'abord, il a des dossiers comme ça sur le dos, c'est quand même lui qui a été responsable, d'ailleurs, co-responsable
avec Macron de l'endettement public. Hein. Deuxièmement, il a été responsable du rivotril dans les EHPAD, il a été responsable du 80 km/h, il a été responsable de tas de trucs incroyables. Et maintenant, si vous voulez, il y en a eu d'autres derrière. Alors, on en est au 7e Premier ministre de Macron. Exactement. Alors, je ne pense pas que Castex, qui finalement n'était pas forcément le plus mauvais de la bande, ou Borne ait des ambitions présidentielles. Mais Attal, on a... Clairement. Mais pas pour tout de suite, pas pour 2027. Vous savez rien, vous n'en savez rien. Barnier n'a peut-être pas dit son dernier mot, puisque là, il revient... il revient... C'est Paris qui l'intéresse. Comment ? C'est plutôt Paris qui l'intéresse. Pour être député. Ouais. Et ensuite, pour avoir une légitimité politique. Oui, il va essayer de... Voilà. Et puis là, vous avez, à mon avis, il y en a un qui a fait triste mine avec la nomination de Le Cornu, c'est certainement Gabriel Attal. D'ailleurs, j'ai vu, il a aussitôt félicité en disant que c'est formidable. Comme c'est un univers où ils mentent toujours, ils disent le contraire de la vérité. Ça veut dire qu'en fait, il est très inquiet parce que Le Cornu, si vous voulez, tous ces gens, il faut bien comprendre que Macron, il est macronien. Attal, il est attaliste, et Le Cornu est le cornuiste, voilà. C'est-à-dire que la seule chose qui compte, c'est leur pomme. C'est ma carrière. Et ils sont prêts d'ailleurs, et ça fait depuis des décennies que ça dure, on a des gens qui sont prêts pour atteindre c'est presque enfantin d'une certaine façon, c'est un peu comme un jeu de marelle. Pour devenir président de la République, ça a commencé d'ailleurs avec Chirac, ils sont prêts à approuver des politiques dont la conséquence ultime a été de vider de substance l'intérêt d'être président de la République. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, président de la République, je ne dis pas qu'il est sans pouvoir, mais il a un pouvoir quand même très amoindri par rapport à ce que c'était du temps de Gaulle. Et ça, il faut le remettre en cause, ce pouvoir de l'Assemblée nationale, puisque finalement, c'est ce que vous sous-entendez probablement. Il faut le remettre en cause. L'Assemblée nationale a trop de pouvoir actuellement. Ah ben non, pas du tout. L'Assemblée nationale, le problème, si vous voulez, c'est qu'on a des députés qui ne font pas ce pourquoi ils sont élus. Qui ne députent pas. C'est quand même c'est absolument anormal. On a Monsieur Macron, le bilan de Macron, d'ailleurs, vous avez vu les sondages. Moi, je crois pas trop aux sondages. Les sondages politiques qui sont très manipulés. Les sondages de popularité le sont un peu moins, je pense. Les sondages de popularité montrent que Macron est à 16%. Il n'a jamais été aussi impopulaire. Aussi impopulaire. Je me demande d'ailleurs où est-ce qu'il fait pour trouver les 16%. Alors, c'est peut-être dans les EHPAD, c'est peut-être dans, je sais pas. Mais, écoutez, citez-moi un grand succès de Macron en 8 ans. Je ne sais pas. Il y a un petit succès diplomatique, mais qui est extrêmement controversé, c'est sur l'affaire quand il a annoncé qu'il allait reconnaître l'État palestinien. Alors, c'est très controversé. L'Allemagne a suivi. L'Allemagne a tergiversé. Ils ont dit non. A priori, ils ont dit oui en début de semaine dernière. Moi, j'avais le contraire. Ils ont dit non au départ, mais là... En tout cas, il y avait l'Angleterre qui a dit qu'ils allaient suivre, etc. Et puis là, il y a eu un vote à l'Assemblée générale de l'ONU. Il y a quand même eu 150 États qui ont approuvé. Voilà. Donc, c'est le seul petit... On se demande d'ailleurs pourquoi. Quelle mouche l'a piqué. Et d'ailleurs, c'est très controversé en France, parce qu'en France, on a un lobby pro-israélien très important, qui s'exprime 24 heures sur 24 sur CNews et qui draine quand même notamment une partie de la droite qui est devenue là-dedans. Moi, j'essaie de défendre d'ailleurs la position gaulliste et française traditionnelle, la position à 2 États. On en parle puisqu'on en parle. Voilà, et qui est une bonne solution du coup. C'est la solution qui correspond. C'est la solution qui correspond au droit international public. J'ai dit que personnellement, il fallait reconnaître les 2 États. Il fallait reconnaître Jérusalem-Ouest comme capitale de l'État israélien. Je suis le seul responsable politique, d'ailleurs, à le dire, et Jérusalem-Est comme capitale de l'État palestinien, etc. Ça ne plaît pas, semble-t-il. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles je suis totalement interdit sur CNews, je suppose, puisque sur CNews, c'est vraiment les porte-paroles de la politique de Netanyahou. Mais c'est pas ça la France. La France, elle n'a pas à s'aligner contre la politique de Netanyahou. Il y a d'ailleurs beaucoup de Juifs, y compris de Juifs en Israël, qui sont pas d'accord avec la politique de Netanyahou. Mais à part, pour terminer, revenir sur Macron, que je ne sais pas. Je ne sais pas le reste. En matière de diplomatie, c'est un désastre absolu. Et il a ruiné la réputation de la France un peu partout. On s'est fait jeter d'Afrique. Il a été
Il s'est fait, je sais pas, il y a eu Oui, on est ringard en Italie, ringard au Brésil, on est en guerre avec la Russie, on est ringard en Chine, il reste beaucoup de temps, il reste 2 ans. Voilà. Alors d'ici 2 Alors ans. le problème, c'est que justement, Macron, vous savez que depuis le début de cette année, on a encore augmenté la dette publique française de plus de 100 milliards d'euros. Ça va continuer. Donc normalement, il y a 75% des Français qui veulent le départ de Macron. Normalement, il devrait y avoir une motion de destitution, qui d'ailleurs a déjà eu lieu une première fois. Vous suivez les idées d'LFI, du coup? C'est plutôt LFI qui suit les idées, parce que sans vouloir me vanter, puisque sur notre site, on a publié en 2018 un dossier comme ça sur les motifs de destitution. Et à l'époque, les gens de LFI, quand on leur en parlait, se moquaient de moi en disant « mais ça ne passera jamais », etc. Je répondais « c'est pas parce que ça ne passera jamais qu'il faut pas le faire », puisque en politique, les choses font évoluer. Si vous voulez, si on devait poser des amendements aux lois que seuls ceux qui passent, l'opposition n'en déposerait jamais. Donc, finalement, LFI, à la fin dans le courant de l'année dernière, a fini par se rendre compte que ma position, ils ont quand même mis 6 ans à le comprendre, était la bonne. Ils ont lancé la destitution de Macron, et au moment où ça commençait à devenir intéressant, c'est-à-dire il devait y avoir un débat dans l'hémicycle, devant les caméras du monde entier, ça aurait été formidable. Le RN s'y est opposé. Donc le RN a sauvé Macron. Voilà. Et moi, je dis qu'actuellement, il y a 1000 raisons de destituer Macron. Déjà pour les aspects financiers, parce que c'est quelqu'un qui a dépensé de façon extravagante, et qui nous a envoyé dans le mur. C'est quelqu'un il y a 1500 entreprises françaises qui ont été vendues aux États-Unis sous Macron. C'est quelqu'un qui, par ailleurs, nous entraîne à la guerre contre la Russie, ce qui est complètement dément. Même des alliés théoriques de la France, je pense à l'Italie dans l'Union européenne, ont dit qu'ils ne veulent pas y aller. Donc Macron est en plus un va-t-en-guerre. Donc normalement, le RN, et normalement d'ailleurs LR, et normalement d'ailleurs tous les députés et sénateurs, devraient se dire Macron, ça va plus du tout. Sa place, il faut qu'il aille voir des missions de blouse blanche. Et sa place, c'est qu'il a besoin de tranquillisants, de soins. Mais ça va plus du tout pour diriger un État comme la France. Et il faut le destituer. Moi, je me demande, si vous voulez, quand je vois que Madame Le Pen ose dire, Madame Le Pen, elle ose dire qu'elle ne veut pas destituer Macron parce qu'elle respecte les institutions. Mais c'est incroyable. L'article 68 de la Constitution, c'est l'article qui, justement, permet de destituer un président de la République qui fait n'importe quoi. Il s'est scellé pour ça. Donc, en fait, Madame Le Pen, elle piétine les institutions. Elle considère que l'article 68 ne ferait pas partie de la Constitution. Lorsqu'il y a 75% des Français qui veulent le départ de Macron, je rappelle que selon l'article 3 de la Constitution, le gouvernement de la République, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, et que la souveraineté nationale réside éminemment dans le peuple. Nulle fraction du peuple, nul individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Ça veut dire que Madame Le Pen et tous les responsables politiques devraient se dire ça peut plus durer. D'ailleurs, tout le monde sait que ça peut plus durer. Même Copé le dit, etc. Tout le monde sait que ça ne peut plus durer. On a affaire à quelqu'un qui est arrogant, venimeux, menteur. Justement. Alors justement, M. Asselineau, le RN dit on va vers des élections législatives anticipées. C'est sur Macron dit non. Qui ment? Puisque vous dites qu'ils sont un peu en... Moi, je pense que Macron, lui, ce qu'il ambitionne, c'est de rester. D'abord, il est comme une arapette collée sur un rocher. Vous savez, il faut y aller. Donc, il ne voudra pas quitter l'Élysée, sauf s'il y est contraint et forcé. Et deuxièmement, il sait bien que si il y a une dissolution, il y aura très probablement le RN passera peut-être de 126 députés à 200, quelque chose comme ça. Donc je pense qu'il s'y résoudra, parce que je pense qu'en fait le courant passe bien avec Bardella. Moi je pense d'ailleurs au passage, moi je ne suis pas du tout RN. Enfin je me rappelle que c'est chez vous d'ailleurs. C'est chez vous que j'avais, mais c'est chez vous que j'avais en 2022. J'avais dit que moi au deuxième tour, pour la première fois, j'avais dit que je préférais encore voter pour Madame Le Pen plutôt que Macron. Mais j'avais raison, parce que je pense que Madame Le Pen
elle aurait quand même eu un peu plus de bon sens et puis elle est pas dingo comme Macron, parce que Macron c'était atroce ce qu'il a fait depuis qu'il a été réélu. Et puis il faut arrêter aussi avec le RN d'extrême droite. Non, c'est un parti conservateur, voilà, c'est tout. D'ailleurs, certains lui reprochent d'être économiquement trop à gauche. Mais moi, ce que je reproche au il y a que RN sur l'immigration qui sont à droite en fait, qui sont très à droite finalement. Oui, mais enfin, il y a 75% des Français qui sont d'accord avec le fait qu'il y a trop d'immigrés, y compris beaucoup de Français d'origine immigrée. C'est vrai. Parce que ça, c'est quelque chose dont on ne parle jamais. Mais regardez quelles sont les politiques migratoires du Maroc ou des Algériens ou de l'Algérie vis-à-vis des pays du Sahel. Regardez quelle est la politique migratoire d'Israël vis-à-vis de ces... Voilà, ça c'est... Donc ça, c'est tout ça, ça fait partie de cette ambiance qui, en France, où il y a des débats qui sont interdits. Moi, ce que je reproche au RN, comme d'ailleurs à toute la classe politique, c'est qu'ils cachent la vérité aux Français. La vérité aux Français, c'est que nous ne décidons plus de notre avenir collectif. Perte de souveraineté politique. Pas seulement en matière économique et monétaire, mais dans tous les domaines. Mais alors qui dirige? Mais ceux qui dirigent, je renvoie à toutes mes conférences que j'ai faites. Si vous voulez, je suis triste quand je vois parfois des chats sur des sites de partis politiques, pas de partis politiques, de journaux, etc. Mais très très souvent, les gens la grande majorité des Français n'a encore pas compris le rôle fondamental de l'Union européenne, de notre appartenance à lui. Ils ont toujours pas compris. C'est-à-dire? Là, par exemple, je vois qu'il y a même Philippe de Villiers qui sort une pétition là sur l'immigration. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire d'ailleurs sur cette pétition, puisqu'on peut voter 50 fois, c'est pas sérieux, ça n'a pas été déposé à l'Assemblée nationale, et puis surtout il n'y a pas de questions. Donc on peut pas demander aux gens s'ils veulent. Mais enfin, ce qui est vrai, c'est qu'il y a quand même, ça correspond en tout cas à un sentiment des gens. Les gens voudraient s'exprimer Les gens voudraient s'exprimer sur l'immigration, pas seulement s'exprimer, ils voudraient décider. Bon, mais ce qui est extraordinaire là-dedans, dans les débats qu'il y a des gens qui disent oui, il y a déjà 500 000, 800 000, 1 million de signatures. Bon, il y en a d'autres qui disent mais non, c'est des fausses signatures ici et ça. Mais le problème numéro 1, c'est que la politique migratoire n'est plus décidée par la France. Ça remonte au traité d'Amsterdam, qui est entré en vigueur le 1er janvier 1999. Vous vous rendez compte? Ça fait 26 ans. Et moi, ce que je reproche au RN, comme à Zemmour, comme à Madame Maréchal, comme d'ailleurs à Retailleau, à LR, et comme j'ai vu que Wauquiez avait signé cette pétition, etc., comme d'ailleurs à la gauche, à l'extrême gauche, c'est que on a une classe politique, vous savez, qui... Comme dans les dessins de Tex Avery, vous savez, avec qui continue à courir après avoir franchi au-dessus d'une falaise. Il continue à courir 20-30 mètres. D'un seul coup, il se rend compte, et là, il tombe. C'est-à-dire qu'on est dans un état avec un discours politique en France qui est irréel, puisque on parle de débats sur lesquels les Français n'ont plus la main, sur lesquels leurs décideurs n'ont plus la main. Je l'ai dit et je le répète ici, parce que je ne sais pas si je l'avais déjà dit sur TV Finance, la politique migratoire est fixée par l'Union européenne depuis le traité d'Amsterdam. En vertu de cette politique, et d'ailleurs dans les traités européens, j'invite les gens qui me regardent à aller lire les articles 67, 77 et 78 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, s'ils ne me croient pas. D'après cette politique, et c'est mis en œuvre par le commissaire européen chargé de ces questions au sein de la Commission, qui était sous l'ancienne Commission, Madame Ylva Johansson, qui était une Suédoise. Elle avait dévoilé, elle avait dit, elle avait une autre politique, c'est de faire entrer en Union européenne 4 millions de nouveaux migrants par an. Le cabinet d'analyse technique Day by Day vous présente son nouveau service, One Trade for You. Pour être informé en temps réel des alertes Day by Day sur les produits de bourse, inscrivez-vous gratuitement sur www.daybyday.fr. C'est ça la vérité. Et une fois qu'ils sont, 1%, voilà, et une fois qu'ils sont entrés, ils peuvent s'installer où ils veulent, puisqu'après c'est la libre circulation. L'article 67 interdit tous les contrôles intérieurs aux frontières.
Et évidemment, ils ont tendance à aller dans le pays le plus favorable en une immigration contrôlée ou pas? Mais parce moi, vous êtes un bon économiste. Je suis pour appliquer. Vous savez que l'immigration, d'un point de vue purement économique, a du sens. Non, ça, je ne suis pas d'accord. La balance, l'équilibre, je prends aucun parti, mais l'équilibre recettes-dépenses. Écoutez, plutôt ça on fait dire aux chiffres. Sur les calculs de l'INSEE. Oui, mais bon, l'INSEE, vous savez, on fait dire. C'est comme les gens qui disent on a besoin d'immigration parce que pour le pays, le problème c'est que le taux de chômage chez les immigrés est supérieur au taux de chômage chez les Français. Donc c'est tout ça, ça fait partie de ce genre de. Mais vous êtes pour une immigration plus contrôlée? Je suis démocrate. Je suis pour appliquer ce que veulent les Français. Et les Français. Il y a 75%, ils veulent qu'il n'y ait plus d'immigration. D'ailleurs, il y a un gros débat sur la question immigration légale ou illégale. Voilà. Or, ce que veut la Commission européenne, elle veut tarir l'immigration illégale au profit de la légale. Et Madame Meloni a complètement fumé d'ailleurs, y compris en France. Vous avez eu des gens comme le RN, Madame Maréchal, Monsieur Zemmour, qui se sont emballés lorsque Madame Meloni avait été nommée présidente du Conseil. Mais Madame Meloni, elle a effectivement lutté contre l'immigration illégale, mais le nombre d'immigrants légaux a augmenté plus vite que sous Draghi. Vous vous rendez compte? C'est très vrai. Et regardez, j'invite les Français parce que sur Téléfinance, c'est quand même des gens qui s'intéressent à la finance, à la politique, des gens qui réfléchissent. C'est quand même CSP+, je pense, c'est-à-dire des gens qui ont des diplômes pour aller sur Téléfinance. Je suis persuadé qu'il y a des gens qui peut-être devraient s'intéresser à ce que je dis. Allez regarder les discours de Bardella récemment. Bardella, il a dit qu'il était là pour lutter, qu'avec lui, il n'y aurait plus d'immigration illégale. Donc, pour favoriser la légale. Illégal. Et d'ailleurs, allez poser des questions à Zemmour, parce que je rappelle que Zemmour, Knafo, Marion Maréchal, etc., tous ces gens-là. Qu'est-ce que vous en pensez de Sarah Knafo? Elle est de plus en plus populaire, j'ai l'impression. Parce qu'elle est lancée considérablement. Elle est lancée par CNews, elle est lancée... Voilà. Parce qu'elle fait partie, si vous voulez, ce qui est très important. Vous pourriez réfléchir et éventuellement travailler avec elle? Mais elle ne veut pas sortir de l'UE. Et si vous voulez... On va revenir sur les prochaines échéances qui arrivent. Elles sont nombreuses. On ne sait même pas laquelle va arriver en premier. Écoutez, comment dire? Je suis ce qui ne doit pas arriver. Je suis excusez-moi cette comparaison un petit peu audacieuse, je suis un peu le Andreï Sakharov de la construction européenne. Andreï Sakharov, si vous savez, c'était cet académicien soviétique qui avait tous les honneurs. Voilà, il était comme moi quand j'étais inspecteur général des finances, et puis qui a un jour décidé il préférait la vérité au mensonge et que la construction du socialisme ça marchait pas. Voilà. Il a commencé à tenir des propos qui étaient anti. Et le résultat, c'est qu'il est tombé dans un cul de basse-fosse. C'est-à-dire qu'il il avait tous les honneurs, il a été écarté avec sa femme, il a été chassé de Moscou, on les a envoyés à cette ville qui s'appelait Gorky à l'époque, etc., etc. Et il a été martyrisé, en fait. Pas martyrisé vous sentez violemment. Martyrisé en ce sens que, oui, enfin, pas seulement moi, mais tous les gens qui me font confiance. On est victime d'injustice inouïe. Enfin, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que de plus en plus de gens s'intéressent parce qu'ils voient que dans ce que je dis, il y a du contenu, etc. Dans une démocratie au sens normal du terme, je devrais être sur tous les plateaux de télé. D'autant plus que si vous m'invitez, c'est parce que vous savez que je fais des vues, que les gens se précipitent pour écouter. Donc on voit bien que on a tous ces... Enfin, est-ce que vous vous rendez compte que la France est un pays où on demande aux Français de payer des médias audiovisuels, notamment tout l'audiovisuel public, et de financer des journaux. Et avec cet argent, moi-même et les gens qui nous suivent, nous sommes des contribuables, on paye de l'argent pour se faire insulter dans les médias. On a eu l'affaire là entre, comment il s'appelle, le grand et Patrick Cohen. Oui. Bon, qu'est-ce que moi j'ai ressorti des vidéos de Patrick Cohen qui avait dit en 2017 qu'il n'avait aucunement l'intention de m'inviter parce que ce que je disais, c'était n'importe quoi. Il vous a invité, non? Il m'a invité une fois, justement, où je l'avais quand même un petit peu coincé, d'ailleurs. Mais si vous voulez, on a ce monsieur Patrick Cohen, mais il y en a d'autres, hein, et Madame Delphine Ernotte, qui préside à tout ça, qui est à la tête de France Télévisions. Elle a décidé que, par exemple, sur les questions écologiques,
elle ne donnerait plus la parole aux gens qui émettent des critiques, par exemple, sur le réchauffement climatique. Pour ça, c'est une vérité d'évangile. Il est impossible de discuter est-ce que oui ou non les éoliennes c'est bien ou mal, etc. Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'on est dans un nouveau Moyen-Âge. Parce que normalement, une démocratie, ce qui faisait la force des démocraties, c'était justement la confrontation libre des idées. Et ce qui a fait la force de l'Occident, la grandeur du monde occidental, qui fait qu'à partir de Henri le Navigateur, au début du XVe siècle, vous savez, c'était le roi de Portugal qui a suggéré à ses navigateurs d'aller de voir la ligne équinoxiale et ce qui se passait après. À l'époque, on croyait qu'on brûlait quand on se rapprochait de l'équateur qu'on appelait la ligne équinoxiale. Et donc il a dit non, allez voir, c'est comme ça qu'ils ont découvert le golfe de Guinée, le cap de Bonne-Espérance, etc. À partir de ce moment-là, jusqu'à la fin du XXe siècle, l'Occident, au sens large, l'Europe et puis son prolongement, les États-Unis, ont dominé la planète parce que c'était la faculté de douter. Ça a été la grande invention. C'est Descartes, en fait. C'est le doute méthodique. C'est-à-dire exercer sa raison contre tous les dogmes. C'est l'invention de l'esprit scientifique par Copernic et Galilée, ce qu'on a appelé la révolution copernico-galiléenne. C'est-à-dire que face à des faits, et face à des dogmes, les faits sont toujours supérieurs aux dogmes. La pensée dogmatique, c'était avant. La pensée dogmatique, il y a un dogme, une forme de dogmatisme. Justement aujourd'hui, un dogmatisme politique. Mais dans tous les domaines. Je parlais en matière de réchauffement climatique. Oui, c'est ça. Je veux dire, vous avez vu. Vous avez des froids considérables qui ont lieu au Groenland. Vous avez les glaciers qui ont repris du poil de la bête, etc. Alors, on vous explique maintenant. On nous explique que le refroidissement qu'il y a est la conséquence directe du réchauffement climatique. Moi, je n'en sais rien, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'il n'est pas normal qu'il n'y ait pas de débat sur ce sujet, parce que c'est faux de dire que le GIEC représente toute la profession, c'est pas vrai, et je dirais même plus, c'est que la preuve de Copernic et de Galilée que je citais tout à l'heure, c'est que autant de Copernic et de Galilée, si on avait fait voter l'ensemble des scientifiques du début du XVIIe siècle sur savoir est-ce que la Terre était au centre de l'univers, est-ce que le Soleil tournait autour de la Terre ou l'inverse, il y aurait une écrasante majorité de scientifiques qui auraient dit que c'était le Soleil qui tournait autour de la Terre. C'est-à-dire que la science, ça n'est pas une démocratie. La science, c'est vrai ou c'est faux. La science, ce sont les faits qui gouvernent. Et donc, il y a toute une série de faits qui gouvernent. Par exemple, le dogme européiste. Le dogme européiste, depuis que je suis petit, on entend dire que la construction européenne, c'est absolument fatal, obligatoire, sinon la France ne serait plus rien du tout, et ci et ça, et que c'est à la fois fantastique, que c'est ça qui nous procurera plus de croissance, plus d'emplois. On n'en fait jamais le bilan et on constate, si vous voulez, toutes les personnes qui ont mon âge, ou plus, ou même moins, peuvent constater quand même que depuis 30 ans, la France ne cesse de dégringoler. C'est la pure réalité. C'est la faute, notamment, oui, numéro un. C'est pas des choix stratégiques de privilégier l'industrie, de privilégier les services à l'industrie il y a 40 ans maintenant. Mais d'abord, si vous voulez, ça me fait rigoler parce qu'on n'est pas un régime non plus soviétoïde. Il y a quand même la liberté d'entreprendre. Le problème qu'il y a, c'est que moi, je me mets à la place des chefs d'entreprise. Si vous voulez, comment est-ce que vous pouvez être en France où il y a des prélèvements obligatoires considérables et où vous avez, jadis, il y avait des prélèvements importants. Vous savez qu'en 1900, je crois que les prélèvements obligatoires en France étaient de l'ordre de 19% du PIB. Alors qu'ils étaient près de 50%. Voilà, alors qu'ils étaient que de 5% aux États-Unis. Donc tout le monde a augmenté. La France est devenue quasiment le pays. Le premier pays. Si on s'intéresse à ce ratio dette sur PIB, prélèvement sur PIB, voilà. Effectivement. On est après, peut-être avec les Scandinaves, et encore, je crois qu'on a même dépassé les Scandinaves. Bien. Mais ça, c'est pas nouveau. C'est parce que c'est dû à la France. Il y a un dissensus social en France. Il y a une compétition entre les catégories sociales, les classes sociales, diraient les marxistes, pour l'appropriation de la valeur ajoutée. On n'a pas la même discipline que les Allemands. On n'a pas le même égalitarisme foncier que les sociétés scandinaves et vikings. Bon, on est comme ça. Bon. Alors à l'époque, comment ça se passait? À l'époque, regardez ce qui s'est passé, comment on est sorti de mai 68, par une augmentation de 25% du SMIC, comme on disait à l'époque, le salaire minimum interprofessionnel garanti. Tous les salaires ont augmenté. Et puis, un an après, en août 69,
il a fallu déprécier le franc. C'était un système de régime de change fixe. Bon, on a déprécié le franc de 11,5%. Au total, la France s'est bien portée parce que il y a eu une augmentation de pouvoir d'achat dans les classes populaires. Mais on a pu rétablir la compétitivité externe parce que nous étions les maîtres de notre taux de change et parce qu'il y avait la non-libre circulation des mouvements de capitaux. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus notre politique monétaire. Elle a été donnée à un groupe de banquiers centraux situés à Francfort sous l'influence germanique. Nous n'avons plus la maîtrise des mouvements de capitaux. Donc, les entreprises, elles sont dans la situation d'être dans un pays où elles sont le plus taxées. Et en plus de ça, avec une monnaie, l'euro, qui est une espèce de cote mal taillée entre ce que serait coté le Deutsche Mark et ce que serait coté le franc. C'est-à-dire que notre monnaie est structurellement surévaluée par rapport à notre compétitivité. On en a vu la conséquence. La conséquence, c'est que malgré tous les discours sur la réindustrialisation, d'année en année, la France est en train de devenir Venise. C'est-à-dire de devenir, c'est la tentation de Venise, mais de version Jules Verne, mais c'est-à-dire de devenir un musée. Voilà, donc il y a sans doute une des possibilités, c'est que la France devienne un musée, c'est pourquoi pas. Enfin, c'est quand même un peu triste. Justement, monsieur Asselineau, pour que vous ne soyez pas cette pièce dans le musée, justement. Alors, on comprend que... Alors, ma question, c'est plutôt quelles sont les échéances que l'UPR prépare en législative anticipée, municipale, éventuellement présidentielle. Alors, municipale, nous, on aura certainement un certain nombre de nos militants qui essaieront d'aller plutôt dans des petits villages, voilà, et pas forcément. Mais en tout cas, vous allez présenter des candidats au municipal. Pas forcément avec l'étiquette, pas forcément avec l'étiquette UPR. Notre combat, c'est un combat qui est vraiment structurel. C'est-à-dire que nous, on a une vision différente de la situation des autres partis politiques. Nous, on considère que la France est en guerre, que les Français ne le savent pas. D'ailleurs, c'est pas moi qui le disais, c'était François Mitterrand qui l'avait dit dans le livre le dernier Mitterrand, vous savez, qui était sorti en 96. Et donc nous considérons que c'est l'existence même de la France qui est en jeu. Notre modèle, c'est le Conseil national de la résistance, c'est l'alliance de tous les Français de droite et de gauche qui sont d'accord pour se rallier comme dans les grands moments de notre histoire où la souveraineté nationale a été captée par l'étranger. C'est pas arrivé seulement en 40, c'est arrivé à plusieurs moments de notre histoire. C'est arrivé avec Charles VI après le traité de Troyes en 1420. C'est arrivé en 1871, c'est arrivé avec le connétable de Bourbon et puis l'emprisonnement de François Ier. C'est arrivé. Bon, il y a toute une série de moments de notre histoire et il faut que les Français se rassemblent au-delà de leur clivage politique pour faire sortir la France de l'Union européenne, de l'euro d'autant. C'est-à-dire que notre débat, c'est pas les municipales, si vous voulez. Parce que les municipales, c'est fondamentalement la présidentielle. Mais vous savez, monsieur Asselineau, qu'est-ce qui risque de se passer? Malheureusement, pour notre démocratie, c'est les parrainages. Est-ce que vous allez les avoir? Écoutez, il y a quelqu'un. J'ai vu monsieur Dupont-Aignan qui dit Asselineau n'aura pas ses parrainages. Je rappelle à monsieur Dupont-Aignan que je les ai déjà eus. Bon, c'est en 2017, j'en ai eu 597. Mais aux dernières présidentielles, vous les avez... Aux dernières présidentielles, j'en ai eu 293, mais j'ai fait l'objet d'une opération absolument réfléchie et délibérée de flingage, y compris des gens qui ont mis des dizaines de milliers d'euros pour envoyer des fake news à tous les maires de France et d'outre-mer avec des lettres de corbeau, avec des lettres de corbeau pour me dire que j'avais une affaire de harcèlement. Vous avez vu d'ailleurs que les juges on dit qu'eux sont en faveur d'un non-lieu général sur l'ensemble des accusations qui m'étaient faites, mais derrière il y avait une affaire politique qui était derrière tout ça. Et effectivement, malgré ça, j'ai eu 293 parrainages. J'espère bien que là nous allons avoir des parrainages et que nous aurons les parrainages. Et puis d'ailleurs, ça serait logique puisque je n'ai été candidat qu'une seule fois. Il ne faudrait pas initier chez vos confrères et consoeurs, une forme de nécessité de vous avoir avec eux. Et donc, par la force des choses, de montrer que votre popularité
au cours des municipales et peut-être des législatives anticipées. Non, mais je ne sais pas ce que vous voulez dire. Tout le monde est libre d'adhérer à l'UPR depuis 18 ans et demi. Il y a un plafond au-dessus de l'UPR, oui. Un plafond médiatique. C'est le plafond médiatique. C'est un plafond médiatique. Mais comment est-ce que vous pouvez aller au-dessus? Nécessairement, j'ai l'impression que ça va passer par des alliances. Mais attendez, des alliances avec qui avec justement, je vous pose la question. Non, mais on ne va pas faire... Attendez. C'est comme si vous me disiez... regardez, nous sommes en 1941. De Gaulle, il n'est jamais question de Gaulle, sauf pour lui cracher dessus. Dans Gringoire, dans Je suis partout, dans Paris, dans Paris, je sais pas quoi. Voilà, effectivement, De Gaulle ne pouvait s'exprimer qu'à la BBC de Londres. Bon, et c'est comme ce que vous me dites, c'est comme si vous disiez, bon, imaginez qu'il y ait une élection pour le chef d'État de l'État français en 1942, et si vous allez voir De Gaulle, en disant, il faudrait peut-être vous rapprocher de Pétain, là, finalement, pour franchir le plafond de verre. Non, je ne vais pas. Et quand je dis moi, c'est pas uniquement moi. C'est que nous avons, si vous voulez, il y a un truc qui est vraiment important à comprendre. Il y a énormément de Français qui n'en peuvent plus des mensonges de la politique. Voilà. Jadis, Jean-Marie Le Pen, avec lequel je n'étais pas d'accord sur toute une série de choses. Il tenait vraiment des propos racistes, antisémites, etc. Vous nous avez bien expliqué comment... Mais il avait quand même, par moments, c'était quand même un politique, c'est une bête politique, et il avait quand même parfois des bons mots. Il avait dit un truc que j'avais trouvé formidable. Il avait dit qu'il préférait être battu sur ses idées qu'être élu sur les idées des autres. Le RN maintenant, c'est ça. Le RN maintenant... Qu'est-ce qui sépare Le Pen et Bardella de Macron? Si vous y réfléchissez bien, rien. Bardella, il est allé déjeuner avec Zelensky. Il est en faveur de la guerre en Ukraine. D'ailleurs, c'est inquiétant de voir que Le Cornu, c'est l'ancien ministre des Armées. Et donc, moi, je crains beaucoup de ce que les embardées qu'on peut faire vis-à-vis de la Russie. Mais alors, qu'est-ce que vous feriez justement? Parce que l'OTAN commence un peu à se renforcer à l'Est. Alors, attendez, je termine peut-être mon propos. Donc, on a affaire donc à un ORN qui est devenu, sur tous les sujets, les pour l'UE, pour l'euro, pour l'OTAN. Madame Knafo, qui est très très mise en valeur, qui a du talent d'ailleurs, mais avec Zemmour, ils sont pour l'UE, pour l'euro, pour l'OTAN. Moi, je soupçonne, peut me tromper, mais je me soupçonne qu'il y a en ce moment ça grenouille entre Philippe de Villiers, Zemmour, Wauquiez, etc. Et Wauquiez aussi. Wauquiez, il a dit qu'il était en faveur d'une alliance allant jusqu'à Madame Knafo. J'ai pas rêvé. Wauquiez, il a dit hier qu'il avait signé la fameuse pétition de Philippe de Villiers. Vous savez que Wauquiez fera tout son possible pour torpiller la candidature de Retailleau. C'est dans ce crocodile. Voilà, c'est ça. Donc il est tout à fait possible qu'il y ait une espèce de candidature qui émerge avec Wauquiez soutenu par Zemmour et Philippe de Villiers, à moins que ce soit Philippe de Villiers. J'y crois pas parce qu'il aura quand même 78 ans en 2027. Et puis il a été candidat Philippe de Villiers en 95. Donc c'était quand même, en 2027, ça fera un tiers de siècle. Mais je verrais bien éventuellement Philippe de Villiers, Zemmour, ou derrière Zemmour, et puis Wauquiez ralliant Zemmour, j'en suis pas certain. Mais ça grenouille. Moi, d'après toutes les informations. Ça grenouille sans vous, monsieur Asselineau. Mais tant mieux. C'est ce que vous voulez. Mais je n'ai pas envie de grenouiller. Je n'ai pas envie de grenouiller avec des grenouilles. Je n'ai pas envie de grenouiller avec des gens qui feraient la même politique. Mais alors, les Français, ils ont besoin, vous savez ce dont les Français, ils ont d'abord et avant tout besoin d'un responsable politique qui soit un roc dans l'océan. Et c'est ce que je fais depuis 18 ans, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse beau, etc. Je dis toujours la même chose, je fais toujours les mêmes analyses, je les perfectionne, je les complète au fur et à mesure des événements, parce que ces analyses sont justes. Et je le disais tout à l'heure, ce beau proverbe égyptien qui dit le principal atout de la vérité, c'est qu'elle dure. Et moi, je vois, maintenant, j'ai vu qu'il y a une chronique de monsieur Nicolas Baverès, qui était quand même un ultra-libéral, ultra-européiste. J'avais eu à débattre avec lui il y a une dizaine d'années. Évidemment, j'étais l'abomination de la désolation. Voilà que maintenant, à son tour, il tape sur l'Union européenne. Il dit qu'il faut que les États reprennent. On voit bien que ça va plus du tout. On voit bien que ça marche plus. Je vois d'ailleurs que le RN va lancer une procédure de destitution, non pas
de Macron, mais de von der Leyen. Et cette fois-ci, c'est LFI. Parce que ce que j'ai dit du RN, j'en ai autant sur LFI. LFI, au moment du vote contre von der Leyen, ils avaient tous poney. Ils avaient tous piscine ce jour-là. Ils se sont pas présentés. Donc on a affaire à des partis politiques qui trahissent les Français. Eh bien moi, je ne trahis pas. Je ne trahirai jamais parce que c'est peut-être parce que j'ai un quart de sang breton dans les veines et on dit que les Bretons sont têtus, j'en sais rien, mais je suis comme ça. Eh bien, je dis toujours la même chose et c'est très rassurant parce qu'avec moi, les gens, ils savent ce qu'ils auront et ils savent ce qu'ils auront pas. Voilà. C'est-à-dire que si je suis élu président de la République, on lancera la procédure de sortie de l'Union européenne. On fera pas un référendum. J'aurais été élu pour ça. On lancera la procédure. Vous êtes le candidat du Frexit, de toute façon. Mais bien sûr. Et en fait, Frexit, je l'ai dit depuis 18 ans et demi. Ce que je regrette, c'est qu'il y a des dizaines de responsables politiques qui ont créé un petit mouvement pour reprendre 90, 95, 98% de ce que je dis et s'établir à leur compte. Voilà. Justement, alors des alliances avec mais pourquoi ils attendez, pas la main, c'est à eux de vous tendre la main pour le coup. Mais c'est à eux de nous rallier. Bien sûr. C'est à eux de nous rallier, si vous voulez. On ne va pas si vous invitez sur un plateau l'auteur d'un roman et puis qu'il y a un plagiaire qui est dans la salle d'attente, vous dites est-ce que vous allez débattre? Non, on n'a pas envie de débattre avec son plagiaire. On a envie de débattre avec d'autres romanciers qui ont fait leur propre roman. Évidemment. Voilà, vous n'avez pas envie de débattre avec des gens qui vous ont tout piqué pour essayer de vous dire. Monsieur, c'est tout. Monsieur Asselineau, sur le dossier ukrainien, donc l'OTAN se renforce à l'Est, là, en ce moment. C'est une très mauvaise stratégie. Si vous étiez président, vous l'avez dit. Si j'avais été élu en 2017, je peux vous dire que déjà, si j'avais été élu président en 2017, on n'aurait pas 150 milliards d'euros de dettes supplémentaires. Voilà. Et ce qui me permet de l'affirmer, c'est qu'il suffit de regarder comment chacun gère son propre parti politique. Moi, j'ai un parti politique que j'ai créé, l'UPR. Ça fait 18 ans. Nous avons, au bout de 18 ans, non seulement la chaîne de télé qui a le plus d'abonnés, les vidéos qui font le plus de vues, les événements qui confirment tout ce que je dis, mais de surcroît, nous avons très peu de salariés. On a beaucoup de bénévoles, on a quelques salariés. Nous n'avons aucun emprunt bancaire. Nous sommes en excédent. On est totalement indépendant. Nous n'avons jamais contracté un seul emprunt bancaire. On a toujours payé rubis sur l'ongle. Voilà. Et nous n'avons aucune ressource de l'État, ni évidemment les fameuses valises de Poutine, de Xi Jinping. Maintenant, il y a même des gens qui ont dit que j'avais des valises de Trump. Bon, tout simplement parce que je suis un homme libre et que je dis ce que je pense sur les grands responsables de notre temps. Donc ça me permet quand même d'acquérir un certain crédit en montrant que, d'ailleurs, dans ma vie personnelle, je me suis aussi, alors que j'ai démarré à zéro, je me suis fait aussi un petit patrimoine. J'ai un bel appartement à Paris, j'ai quelques propriétés, des appartements ici ou là, notamment outre-mer, que j'avais acheté grâce à la loi Girardin, qui permettait de faire des investissements outre-mer. Voilà, tout ça est public, puisqu'il a fallu rendre public son patrimoine en 2016-2017. D'ailleurs, j'aimerais bien au passage que cette soif de transparence que l'on demande aux candidats à la présidence de la République, elle devrait aller plus loin pour le coup. Parce que moi, je vois que, par exemple, M. Macron, qui avait gagné 2 à 3 millions d'euros chez Rothschild par an, il avait déclaré un studio à Paris, c'est quoi ça? Donc ça n'a pas du tout. Beau studio, alors. Ça doit être, oui. Bon, bref, et puis il faudrait demander d'autres choses. Alors, moi, je serais favorable à ce que, par exemple, on demande au président de la République, au candidat à la présidence de la République, s'ils ont plusieurs nationalités. Ça me paraîtrait normal. C'est le cas? J'en sais rien. Mais ça serait normal de demander aux gens s'ils ont plusieurs nationalités. D'ailleurs, ça pourrait être le cas aussi pour des ministres. Ça serait normal. Je pense aussi qu'on pourrait demander aux gens est-ce qu'ils appartiennent à des sociétés de philosophie. Par exemple, est-ce qu'ils sont francs-maçons? C'est ça. En Suisse, c'est le cas. En Suisse, on demande aux élus. Et pourquoi je dis ça? Non, je ne suis pas franc-maçon. Mais ce que je sais, c'est que le Grand Orient, par exemple, donne instruction à ses membres d'être contre la construction européenne. Donc, c'est un rôle très important dans les choix politiques. Monsieur, comment s'appelle-t-il? Mélenchon. Alors, il paraît qu'il n'est plus au Grand Orient, mais enfin, tout le monde savait qu'il était au Grand Orient. Ses prises de position anti-Frexit
moi, à mon avis, elle était quand même contrainte par son appartenance. Voilà. Donc moi, je suis favorable à ça. Oui, parce que vous êtes totalement indépendant. Mais écoutez, pourquoi on ne devrait pas le dire? Mais c'est bien. D'ailleurs, regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe d'ailleurs dans les médias français. Il n'y a que les journaux, notamment l'Express ou Le Point, ce qu'on appelle les marronniers, au mois de septembre-octobre, ça va venir, où ils font régulièrement des enquêtes sur le pouvoir des francs-maçons en France. Alors on apprend ici. C'est vrai. C'est sur toutes les chaînes. Mais dans la scène politique, si jamais vous dites ça, alors là, d'un seul coup, moi je ne suis pas du tout d'extrême droite, mais j'estime qu'il est tout à fait, parce qu'il y a une coloration extrême droite, mais non, c'est pas du tout d'être d'extrême droite que de dire, puisqu'on demande aux gens est-ce qu'ils ont un 2 pièces cuisine, c'est quand même beaucoup plus important de savoir est-ce qu'ils ont plusieurs nationalités. Madame Rachida Dati, je crois qu'elle est marocaine, puisque le Maroc n'autorise pas la perte de la nationalité. Je ne dis pas que ça doit être interdit. C'est pas bien ou mal. C'est que les Français sachent, puisque savoir, voilà, et que de la même façon qu'il devrait y avoir une enquête très précise sur les diplômes. Ça, on en revient. C'est pas normal. Ben oui, c'est pas normal que Monsieur Macron, il ait entretenu un flou artistique, et puis qu'après les journalistes, il y a 35 000 journalistes en France. C'est-à-dire, le fait que Macron ait truandé son CV en 2016, c'était un signal d'alarme général sur la personnalité que c'était. C'est un signal d'alarme. Vous voyez? Donc, puisque les Français ont une soif de transparence, voilà, eh bien, on met tout sur la table. On met également le patrimoine en matière d'action, le patrimoine immobilier, on le vérifie, on met des... voilà, c'est tout ça qu'il faut avoir. Alors, Monsieur Asselineau, vous dites, il faut tout mettre sur la table. J'ai une transition qui est toute faite. Il y a des tables rondes que vous allez organiser, vos universités d'automne, bientôt. Elles auront lieu quand? Et est-ce qu'il y a des invités, des guest stars qui seront là? Alors, vous avez raison d'en parler. Donc, c'est le week-end du 27-28 septembre. Alors, le septembre, c'est à la fin de ce mois-ci. Donc, le vendredi, c'est réservé aux membres dirigeants du mouvement, c'est-à-dire nos délégués départementaux, et puis la structure parisienne et le bureau politique. Donc ça, c'est en interne. Et justement, d'ailleurs, on va parler des mois à venir, on va fixer la stratégie. Et parce que je ne suis pas seul à tout décider dans cette histoire. Il y a des gens qui disent « Asselineau, il a un melon. » Non. Moi, je veux dire, il y a des gens qui ne veulent pas qu'on dévie de notre stratégie. Et puis il y a le samedi, et le samedi, on aura des tables rondes. Là, le matin, une table ronde sur la liberté d'expression en France. Voilà. Et l'après-midi, est-ce que l'Occident est en décadence et la France est-elle en voie de sous-développement? Bon, on peut y répondre tout de suite. Et alors, les invités, il y aura Idriss Aberkane, que vous connaissez certainement, Amélie Ismaili, qui est cette jeune journaliste qui s'est fait connaître parce qu'elle a fait une enquête très serrée sur les fact-checkers et notamment sur Conspiracy Watch. Il y aura Pierre-Alexandre Bouclet qui a été à la fois à la tête de la direction marketing de Chrétien d'Orient et qui est le président de Radio Courtoisie, parce que chaque université, on essaie d'inviter. Là, il y a 2 ans, on avait invité le patron de TV Liberté, etc. Puis là, on va parler de liberté d'expression. Il y aura John Logland, qui est un Britannique qui vit en France depuis des années, qui parle très très bien français, qui est vraiment le pur produit de l'intelligentsia britannique et qui est le père spirituel du Brexit. Il a écrit un livre qui a été traduit en France par je sais pas, sur les nations et qui s'appelait sur les sources pourries de la construction européenne. Il y aura également donc ça fait beaucoup de monde. Oui, il y a également Philippe Béchat, que vous connaissez également, qui vient régulièrement, qui est un ami. Et enfin, il y aura l'inconnu, mais que moi je connais, je l'ai jamais rencontré, mais lequel j'ai une très haute opinion, qui est David Cozandet, et ça s'écrit C-O-S-A-N-D-E-Y, qui vit en Suisse, qui est à la fois un docteur en physique, je crois quantique, et qui travaille dans une banque où il fait des modèles mathématiques, et qui est surtout quelqu'un qui s'était fait connaître à la fin du XXe siècle en écrivant un livre, il y a une 60aine d'années, un livre que j'ai personnellement trouvé génial, qui s'appelle Le secret de l'Occident, du miracle passé au marasme présent. Et c'est vraiment, et là on sera en plein dedans parce que pour parler justement de la décadence. Alors je signale à tout le monde que toutes les précisions sont sur le site udpr.fr. On est déjà, je ne sais plus combien, mais il y a plusieurs jours, on avait déjà dépassé les 500 inscrits, donc on va avoir beaucoup de monde. Elles ont lieu où, vous savez? Alors ça se situe à côté de Hazel Rideau,
Ça se situe à Valère, c'est donc dans l'Indre-et-Loire. Voilà. C'est dans un lieu très champêtre qui nous est entièrement dédié, où on a nos habitudes depuis maintenant. C'est toute la journée, tout le programme du samedi entier et du dimanche matin est sur le site. C'est ouvert à tout le monde. Il y a un petit droit d'entrée, bien entendu. On peut prendre ou ne pas prendre les repas. Et puis pour les gens que ça intéresse, et des gens, ils peuvent venir Ce le sera samedi. diffusé sur Internet? Alors, il va sera enregistré, mais ça sera ultérieurement. Ok. Mais c'est pas pareil que d'être sur place. Sur Bien place, sûr, vous pouvez discuter bien avec sûr, tout le monde. bien sûr. Il y a les repas pendant les puis repas, puis nous voir, puis pas seulement moi, mais aussi nos invités. Les gens pourront parler avec Idriss Aberkane, avec Philippe Béchade, avec John Longland, etc. Avec David Cozandel. David Cozandel. Et puis surtout, ça fait un phénomène les gens, ça leur permet de voir ce que c'est que l'UPR. Ça leur permet de voir, on réhabilite vraiment la politique. C'est-à-dire que on n'est pas un parti qui fait des slogans, etc. On ne joue pas sur l'émotionnel. Vous savez, monsieur Asselineau, On va vraiment au fond des choses, comme le conseiller de Gaulle. Et tous les gens qui sont venus ont toujours, d'ailleurs, les invités qui viennent chez nous, très rares sont ceux qui appartiennent à l'UPR. Ce sont souvent des gens qui ne sont pas à l'UPR, mais qui sont tous repartis toujours en disant franchement bravo, on s'attendait pas à un tel niveau. Il y a du. mais vous êtes Venez, c'est rare, monsieur. Venez monsieur si vous voulez. Vous êtes mon invité. Voilà. Écoutez, je vais réfléchir. Mais monsieur Asselineau, vous êtes un de ces derniers hommes politiques qui a des connaissances, qui a du savoir, qui a c'est une vraie passion chez vous, la politique. Et pour ça, merci encore beaucoup de nous avoir choisi, monsieur Asselineau. Merci de m'avoir reçu. Et puis, donc, tous les auditeurs sont les bienvenus. Ils peuvent venir le samedi à l'université. Et puis, le dimanche, ils vont visiter Azélanido ou Chenonceau. Eh ben, écoutez, Chenonceau, c'est très joli, Chenonceau. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, monsieur Asselineau, comme d'habitude, c'est un plaisir de vous entendre. J'avais un fil conducteur. On en a fait 10%, mais en tout cas... Réinvitez-moi. Écoutez, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Nous, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain pour une nouvelle édition de votre matinale consacrée au décryptage de l'actualité et de son impact sur les marchés financiers. Je vous souhaite une excellente journée sur Téléfinance.